Salut les gars, c'est Jessé. Je crois que chaque forgeron rêve de créer de grandes œuvres qui défient ses compétences et sa créativité. Le souci, c'est que le choix revient au client et tout le monde ne peut pas se permettre un travail si haut de gamme et long. Récemment, un client voulait un de mes couteaux de chef, mais j'ai dû refuser car j'en avais déjà fabriqué plusieurs cette année. Étonnamment, il a répondu qu'il serait content avec n'importe quelle pièce, et il a aussi ajouté que le prix n'était vraiment pas un problème. Après avoir surmonté ma surprise et réfléchi un peu, je lui ai proposé un énorme couteau Bowie en damas mosaïque complexe, une nouvelle construction de manche que je n'avais jamais essayée, et un étui en cuir assorti quasiment indestructible. Sa réponse a été assez simple. Oui, et donc je me suis mis au travail. Je voulais que ce motif damas mosaïque combine de petites explosions et de grandes étoiles lumineuses. Pour mon premier lingot, pour provoquer cette mini-explosion, j'ai pris du 10-4-24 et du 15-20, puis je les ai alternés. J'ai ajouté à ce premier lingot une astuce. J'ai doublé la quantité de mon 10-84. Les barres claires paraîtraient plus lumineuses grâce à la présence accrue de foncé, qui a bougé la porte du garage. C'est une autre de ces sauces spéciales que j'utilise sur mes œuvres depuis 2 ou 3 ans. Je plonge le lopin dans l'huile de trempe qui brûle ensuite et protège le lopin de l'oxydation. C'est similaire au flux mais bien moins agressif. J'utilise une presse hydraulique de forge pouvant exercer environ 25 tonnes de pression. C'est l'outil principal de mon atelier. Pour vous donner une idée, si je devais forger un lopin de cette taille à la main, cela me prendrait quelques jours, mais avec la presse de forge, cela me prend 20 minutes. Je devrais probablement ressouder ces matrices. Elles sont un peu douteuses. L'étape suivante consiste à utiliser ces matrices pour comprimer davantage l'extérieur des lopins que le centre. Cela va faire en sorte que les barres dans l'acier deviennent courbées comme des C. L'une des nouveautés que j'ai essayé pour obtenir un peu plus de mouvement dans mon damas, c'est d'utiliser les matrices plates pour étaler encore plus le motif. Je doutais que ça marche, mais j'avais confiance en mes soudures à la forge, alors je me suis lancé. Le plan pour ce lopin était de le couper en seulement 3 sections, puis de les empiler et de les souder à nouveau. Je ne voulais pas en faire plus à cause des mini-explosions, je voulais garder un certain caractère audacieux. Si j'avais choisi trop de couches, elles se seraient un peu annulées les unes les autres, et auraient été trop fines pour être visibles. J'ai dessiné chaque soudure de forge pour anticiper les motifs futurs. Bien que je n'ai fait qu'une soudure de forge, je voulais tester la gravure pour vérifier que tout était correct. D'accord, je sais à quoi m'attendre, mais je suis prêt à être surpris si ce n'est pas le cas. D'accord. C'est presque parfait. J'aime quand les C sont un peu carrés, ça donne un effet plus flamboyant. Nous en sommes exactement à cette étape en ce moment, et ça ressemble exactement à ce que j'ai dessiné, mais ce n'est pas de l'acier. Donc c'est plutôt bien. Pour m'assurer que ma prochaine soudure à la forge soit parfaite, j'ai utilisé l'accessoire de meulage de surface sur ma meuleuse pour nettoyer les pièces du mieux possible. Globalement, ça s'est bien passé, malgré quelques délaminations que j'ai dû retirer avec la meuleuse. Je suis assez sûr que celles-ci proviennent des irrégularités de l'épaisseur de l'acier, même si je l'ai meulé. Je pense que beaucoup d'entre vous ont probablement une idée en tête en ce moment. Pourquoi fabriquer si peu d'acier pour un Bowie aussi énorme? Et la réponse que j'ai à ça, c'est qu'en fait, je vais ajouter de l'acier neuf plus tard autour de ce lopin. Ces nouvelles couches finiront par devenir les étoiles, et ces couches-ci vont devenir les explosions. C'est une soudure intermédiaire, donc je ne vais pas trop la montrer. J'ai juste dû l'étirer en une barre carrée de 3,8 cm de côté. D'accord, j'ai mal calculé, et ce n'est clairement pas 4 pouces de long. Donc ce que je dois faire, c'est couper un nouvel acier de 19 cm de long, puis je vais le placer entre les pièces et le remettre dans la forge. D'accord, de chaque côté, je vais simplement alterner foncé, clair, foncé, clair. L'un des aspects intéressants de la fabrication du damas mosaïque, c'est que si tu fais un petit changement très tôt dans le processus, il va se multiplier à chaque soudure à la forge et tu obtiendras un motif bien plus impressionnant. Ce que je fais est en réalité vraiment simple dans l'ensemble des choses. Il y a des magiciens comme Bob Kramer et Salem Straub qui peuvent faire des choses incroyables avec leur damas, et moi je ne fais qu'effleurer la surface à ce stade.
Je craignais de manquer d'acier, mais finalement j'en aurais plus que jamais forgé en une fois. C'est en fait un peu effrayant de souder à la forge de longs lopins, parce qu'on ne peut pas avoir un contact sur toute la longueur aussi rapidement qu'avec un lopin plus court, mais en réalité, ça s'est plutôt bien passé. Les matrices de haut sont très larges, je pouvais frapper la première puis la seconde presque d'affilée. Si vous avez une bonne mémoire, vous saurez quelles étapes je vais faire subir à ce lopin plus tard. Je ne vais pas juste l'étirer et l'empiler, mais le faire pivoter de 45 degrés, puis le remettre carré. Mais cela n'incline pas seulement le motif de 45 degrés, cela crée une belle distorsion au centre du lingot qui s'étend vers l'extérieur, donnant un bel effet au motif final. Pour m'assurer de tenir le lingot bien en diagonale, j'ai repris une astuce vue chez Kyle Royer sur sa chaîne. Je l'ai aplati sur un axe, puis incliné pour faire l'autre. Je n'ai pas seulement appris cette astuce de Kyle, en fait, j'ai aussi tiré beaucoup d'inspiration pour ce motif grâce à lui. Je crois qu'il a en fait tordu sa pièce plus tard, mais moi je ne vais pas tordre la mienne. Néanmoins, ça c'est quand même lui qui m'a inspiré. « 18,2 divisé par 4 donne environ 4,54. » L'étape suivante pour ce motif consistait à couper la pièce en 4 parties distinctes, puis à faire une soudure 2 par 2, aussi appelée soudure en 4 parties. D'après ce qu'on avait sur le tableau blanc, ça devrait ressembler à un coin d'explosion. Oh là là! C'était un peu différent de mon dessin. Cette partie est plus fine car cette distance devrait égaler l'autre. Mais mon centre est plus grand, donc ici c'est plus petit, et les autres plus grands, comme si les losanges coupaient davantage. Ce qui est bien. Je pense que ça sera vraiment cool. Je pourrais utiliser ma nouvelle fraiseuse au lieu de l'accessoire de rectification pour meuler ces pièces. Le problème, c'est que je dois quand même retirer la calamine car le carbure ne la coupe pas bien, d'après ce que j'ai lu en ligne. Je cherche un moyen rapide d'enlever la calamine sans créer plus de poussière. Je sais qu'il existe des méthodes plus lentes, comme avec du vinaigre, mais je n'ai pas le temps pour ça en travaillant sur ce genre de projet. J'ai aussi besoin que la méthode ne crée pas plus de poussière. Je pourrais utiliser une meuleuse d'angle, mais dans ce cas, je recouvrirai simplement l'autre moitié de mon atelier de poussière. Si vous avez des recommandations, indiquez-les en commentaire. Je les lis tous, donc je verrai votre suggestion. Le lopin soudé, il fallait préparer la soudure à la forge en croix. La seule différence avec cette soudure à la forge, c'est que je les emmène d'abord aux matrices de rainurage. Non pas pour casser les coins comme sur le lopin C, mais pour souder les 4 pièces simultanément. En utilisant des matrices plates pour cette soudure, mon lopin pourrait éclater sur les côtés, car rien ne le pousse vers le centre. Grâce à ces matrices demi et de mise d'eau carré, j'exerce une pression égale sur les 4 pièces, assurant une soudure à la forge solide, surtout au centre. J'étais surtout content d'obtenir des angles bien carrés ici. Il est extrêmement important qu'ils soient bien carrés pour éviter d'avoir des vides à combler. Chacun de ceux-ci pourrait être comme un marteau à lui tout seul. Oh là là! Sacré mec! Attends, c'est le meilleur motif que j'ai jamais fait. Je ne savais pas à quoi m'attendre en sortant ça du test de gravure, mais je ne pensais pas obtenir une copie exacte de mon dessin au tableau blanc. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait différemment cette fois-ci par rapport aux autres fois où j'ai fait des mosaïques, mais je prends. Avec un temps infini pour chaque soudure à la forge, je ferai exactement ce que je vais faire ici. Alors j'utiliserai mon poste à souder métal inerte gaz pour passer sur chaque joint et empêcher l'entrée d'oxygène dans le lingot. C'est comme plonger le lingot dans l'huile de trempe, mais de façon plus complète et mécanique qu'avec une fine couche de suie. Les soudures que j'ai faites sur le lingot étaient un peu épaisses, alors je les ai emmenées à la meuleuse et je les ai meulées en grande partie. Cette étape est importante, car plus tard, j'enlèverai la soudure métal inerte gaz à la meuleuse pour éviter de contaminer la pièce avec de l'acier doux.
Si je laisse des couches épaisses, elles s'enfonceront dans le lingot et seront plus dures à retirer. Dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné que ma meuleuse d'angle vibrait beaucoup et vous m'avez donné d'excellents conseils. On m'a d'abord conseillé d'acheter une Matabo, mais n'ayant pas eu le temps, j'ai opté pour d'autres disques de meulage qui ont presque supprimé toutes les vibrations, ce qui me satisfait vraiment. Au lieu d'une section carrée comme pour mes soudures en croix, j'ai dû choisir ici une section rectangulaire. Il n'existe pas de taille idéale pour les carreaux lors de la pose de mosaïque. Mais pour ma part, des dimensions d'environ 1 pouce sur 1/8 sur 1 pouce et 3/4 conviennent très bien. À ce stade, il fallait obtenir une billette aux dimensions strictement identiques de la base à la pointe, d'où l'utilisation d'un angle précis sur ma presse. Ceci juste ici est un seau d'une substance appelée vermiculite. Elle est extrêmement efficace pour conserver la chaleur, ce qui signifie que la billette va refroidir très lentement et devenir vraiment tendre. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai produit autant d'acier. Regardez-moi ça! Oh mon Dieu! Je pense que c'est probablement le motif le plus cool que j'ai jamais fait. En plus, il est parfaitement aligné. Ça rend tellement bien. Le motif traverse directement la barre. Si je faisais un couteau avec ça, il semblerait juste avoir un motif aléatoire. Donc je dois couper des carreaux et les tourner vers l'extérieur. Et une fois que je les aurai soudés à la forge, on dirait que le motif traverse toute la lame. Le processus de carrelage est l'étape la plus difficile de la fabrication du damas mosaïque. Et c'est aussi celle qui m'a empêché d'en faire pendant très longtemps. Je n'ai été à l'aise pour en fabriquer qu'après avoir une bonne scie à ruban horizontale et un accessoire de rectification de surface. Je veux des carreaux plus épais pour celui-ci. Je vais prendre des carreaux de 3/4 de pouce d'épaisseur. Avec ma fraiseuse, j'ai aussi eu un autre nouvel outil sympa que je n'ai pas encore montré, c'est ce qu'on appelle une meuleuse à disque. La meuleuse à disque aplatit rapidement les surfaces. Et comme c'est très important pour assembler des carreaux de damas, j'étais vraiment content de l'avoir. On peut souder les carreaux dehors sans protection, mais le mot-clé reste possible. Je veux que ce soit une réussite à 100% et utiliser de la tôle à l'extérieur a historiquement permis d'y parvenir. Donc, je ne peux pas simplement faire quelque chose où je les pose tous à plat comme ça, parce que ça ne serait pas très uniforme. Je dois faire un fairy flip ou quelque chose comme ça, où je tourne ainsi, et comme ces espaces sont en miroir, je les fais aller de cette façon. Et puis je tourne les trois comme ça, et je continue le motif en miroir. De cette façon, j'ai un motif parfaitement continu qui traverse toute la plaque. Cette dernière étape peut être un peu difficile à visualiser si vous n'avez jamais fabriqué de damas mosaïque auparavant, mais croyez-moi, si vous ne le faites pas, le motif va paraître vraiment, vraiment en bloc, au lieu de traverser toute la lame de façon fluide. Ici, j'utilise mon poste à souder métal inerte gas pour pointer chaque tuile sur une pièce de tôle. Je dois me rappeler qu'aucun espace d'air ne doit séparer les tuiles. Tout espace risque de causer un défaut de soudure, et après tout le temps passé à fabriquer ces tuiles, je ne veux surtout pas ça. Après avoir tout pointé, il fallait pointer l'autre côté de la tôle, puis préparer le recouvrement de chaque joint avec un cordon métal inerte gas. Je viens tout juste d'avoir mon poste à souder métal inerte gas, et avant, je travaillais avec le FlexCore, et je peux dire avec certitude qu'utiliser le métal inerte gas était tellement plus propre. Ce processus de soudure autour du bloc a pris du temps, mais il en vaut vraiment la peine sur le long terme. Je vais plus loin. Je plonge le bloc déjà soudé dans l'huile de trempe pour renforcer la protection. J'ai fait des pressions vraiment très légères lors du premier passage, simplement parce que je ne voulais prendre aucun risque de faire éclater le bloc. Les cordons de soudure métal inerte gas maintiennent tout, mais je préférais ne pas risquer.
Quand j'étais vraiment sûr de mes soudurés à la forge, j'ai emmené le bloc à l'étau et j'ai commencé à meuler tous les cordons de soudure métal inert gas sur le côté. Je dois faire cette étape maintenant, sinon le cordon de soudure métal inert gas pourrait glisser sur le côté du bloc et rendre le bord en acier doux. Le nouveau disque à meuler ne vibrait presque pas, mais il s'est usé en 5 minutes, alors j'ai dû emmener le bloc à la ponceuse à bande pour tout y meuler. Une fois toute cette saleté enlevée de l'extérieur du bloc, il était temps de vraiment commencer à penser à forger ma lame. Mais d'abord, je devais dégrossir le bloc et lui donner une épaisseur uniforme, et c'est ce que j'ai fait là avec la butée. Soudure parfaite. Ça marche, pas la moindre délamination, même minime. C'est la première fois que je forge un bloc de mosaïque sans délamination à ce stade. Je pense que c'est surtout grâce au poste à souder métal inert gas, mais les carreaux plus épais ont peut-être aussi aidé. Mais oui, ce que je fais ici, c'est simplement couper la poignée pour pouvoir commencer à forger la soie de la lame. Cet étrange assemblage de matrices est essentiel pour façonner l'épaulement de ma pièce. C'est similaire à la technique moitié sur, moitié or, où l'on forme un épaulement sur l'enclume avec le marteau. Ce n'est pas un marteau à main, mais une presse hydraulique de 25 tonnes qui produit le même effet. Ici, vous pouvez clairement voir la première erreur que j'ai commise pendant ce projet. J'aurais dû couper les extrémités du lopin sans laisser dépasser la tôle, car cela a causé de nombreuses délaminations à gérer ensuite. Oh là là, regardez comme l'extrémité de cette soie est sale. Toute la tôle se décolle, mais ce n'est pas grave. Quand j'étais satisfait de la forme et de la longueur de ma soie, il était temps de commencer à travailler sur la lame, et cela signifiait commencer par la pointe du boui. Le boui que je voulais faire allait mesurer environ 15 à 16 pouces de long, ce qui est un peu fou. La pièce que j'avais faisait déjà 13 pouces de long, donc je n'avais besoin que de 3 pouces de plus, mais 3 pouces, c'est quand même pas mal. Techniquement, la meilleure façon de fabriquer une lame sans aucune distorsion de mosaïque, c'est de forger une longue ébauche, puis de tout façonner par enlèvement de matière, y compris le profil. Je suis forgeron, pas coutelier, donc je forgeais. De combien ai-je réduit la longueur avec ça? Bon, on a déjà gagné un pouce entier. Quand il s'agit de gagner de la longueur dans ma pièce finale, il y a quelques éléments vers lesquels j'ai tendance à me tourner. L'une consiste à forger la pointe plus longue et l'autre à aller directement à la presse pour affiner toute la pièce. Affiner toute la lame peut faire peur si on manque de matière. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai exagéré avec mes carreaux. Ainsi, j'avais beaucoup d'acier pour ce processus. 14 et 3/4 déjà. Pour gagner ce petit surplus sur ma lame et attaquer la section transversale, je comptais juste forger légèrement les biseaux. Je ne voulais pas trop forger les biseaux selon la forme, car c'est encore une de ces choses qui peuvent entraîner une distorsion du motif et aussi rendre plus difficile l'alignement de tout plus tard. Lorsque vous utilisez une presse pour réduire l'épaisseur, si vous forgez les biseaux, seule la colonne vertébrale sera comprimée. Voilà pourquoi cette grande courbe est apparue. Oui, ce processus abîme un peu la section transversale créée par les biseaux, mais ce n'est pas un problème car je rectifierai tout en surface plus tard. Je pense avoir fabriqué une épée par accident. Satisfait de la longueur de la pièce, il était temps de la redresser et de la préparer pour la normalisation. Ce truc est tellement lourd. D'autres couteliers disent que la normalisation, c'est réinitialiser l'acier. La normalisation consiste en 3 cycles de chauffage et de refroidissement à 3 températures très précises que je vais afficher ici à l'écran. Ces cycles raffinent le grain de l'acier, augmentant sa résistance et diminuent ses contraintes internes. Ainsi, lors de la trempe, vous éviterez les fissures et obtiendrez une bonne dureté. Cette pièce est si épaisse que je parie qu'elle pèse près de 2 kg. Elle fait 3/8 de pouce d'épaisseur.
Tu sais quoi? Je pensais que ce serait bien pire. En fait, ce n'est pas si mal. L'étape que je fais ici s'appelle le profilage de la pièce. Pour moi, le meilleur moyen d'expliquer cette étape est que la lame issue de la normalisation reste un peu floue. C'est comme si tu la voyais sans lunettes. Ce meulage de profil la rendra plus nette et j'expliquerai cela après la trempe avec une démonstration. Après le meulage de profil, il faut maintenant rectifier la surface pour retirer la couche d'acier, doux externe. Et je peux en fait vérifier ça en faisant un test de gravure sur la lame. D'accord, voyons voir ce que ça donne. Je ne peux pas encore révéler le motif, mais croyez-moi, c'est vraiment cool et tout l'acier doux extérieur a été meulé. La dernière chose que je devais faire avant de mettre la lame au four pour la trempe, c'était d'enlever un peu de matière sur le tranchant. Ce n'est pas obligatoire, mais je ne voulais pas meuler toute une plaque rectangulaire après la trempe. En ce moment, l'acier était assez tendre, mais après la trempe, il serait 2 fois plus dur. Avant de passer à la trempe, j'adoucis chaque angle avec la bande détendue de ma ponceuse. Cette astuce secrète réduit le risque de fissure de la lame pendant la trempe en limitant les points chauds. D'accord, c'est juste extrêmement stressant. Il faisait un peu frais dans le garage, alors j'ai utilisé mon chalumeau pour chauffer mon récipient d'huile. L'huile chaude trempe la lame plus vite que l'huile froide, cette étape est donc importante. Waouh! Oh, elle est dure! Espérons que ça ira. Ça ne va pas. Après la trempe, la lame était légèrement tordue, j'ai donc utilisé mon marteau à panne ronde Niroc Tools pour la redresser. Je préfère cette méthode à chauffer et plier la lame car elle me semble plus sûre. On y arrive. C'est un peu de travers, mais je pense que c'est à cause des irrégularités d'épaisseur de la lame. Je pense qu'au final, c'est plutôt sacrément droit, regardons ça. Quand la lame était droite, il était temps de bleuir la soie. C'est essentiellement pour réduire la dureté de la soie afin qu'elle ne devienne pas un point de faiblesse plus tard. Ce bleu est incroyable, mon Dieu. Donc là, c'est presque profilé, mais pas complètement. Et l'ombre, ça a l'air correct. Mais il y a quelques incohérences par ici et ici. Et une fois que je les aurai corrigées, ça aura l'air beaucoup mieux. Si ton couteau n'a pas une belle ombre en profil, il ne sera pas bon. Désolé, mais même si tu le fabriques avec le Damas mosaïque le plus compliqué et que ton profil est mauvais, ce n'est pas un si bon couteau que ça. À ce stade, je ne sais même pas si c'est vraiment considéré comme une opinion controversée dans le monde de la coutellerie. En fait, je ne sais même pas si les opinions controversées existent vraiment. Tout le monde est assez gentil entre eux et ne critique pas vraiment ouvertement les opinions des autres. Avec la forme de ma lame finalisée, il était temps de nettoyer ces lignes vraiment précises dans la zone de mon ricasso. Le ricasso est la petite section de la lame devant la soie, distincte de la lame proprement dite. Tracer des lignes comme ça fait vraiment partie de ces choses qui m'ont aidé à progresser dans la fabrication de couteaux. Avant, je faisais tout à l'œil, et même si ça m'a probablement aidé à mieux comprendre les profils de couteaux, ça ne donnait pas le meilleur résultat. Le résultat n'était pas parfait. Maintenant, tracer mes lignes m'aide beaucoup à visualiser ce que je dois faire, ce qui est vraiment bien. La dernière étape de l'affûtage est d'amincir la lame et de faire les biseaux finaux.
C'est l'étape la plus longue et la plus exigeante en concentration. Si je ne fais pas attention, je risque de surchauffer le tranchant, ce qui ramollirait le fil, ce qui n'est pas bon. Je peux aussi trop meuler d'un côté, et même si les lignes de marquage aident, je dois quand même vérifier du talon à la pointe. Je pense que cette étape est celle du processus de fabrication du couteau que j'ai toujours trouvé la plus gaspilleuse. Si je découpais les plaques que je meule, j'aurais du damas pour d'autres usages. Au lieu de cela, j'utilise la meuleuse et transforme ce beau damas en poussière. Au début, fabriquer des couteaux me dérangeait beaucoup. J'essayais toujours d'économiser un maximum de matière, surtout pour le manche. Aujourd'hui, je ne vois plus cela comme un gaspillage, mais plutôt comme une étape du processus. Avec les émoutures faites à 80 à 90%, j'utilise un guide lime pour nettoyer la transition entre la lame et le ricasso. On appelle ça un guide lime, mais je n'utiliserai pas de lime. Je ne suis pas masochiste. J'utiliserai une meuleuse placée près du guide lime. Cela peut paraître effrayant pour le guide lime, mais les faces sont en carbure, comme le matériau que j'utilise pour tracer sur l'acier. Donc les banderets ne peuvent pas du tout l'abîmer. Elles glissent un peu simplement dessus. Je veux vous demander qui fabrique le couteau le plus parfait, un humain ou une machine? La réponse est l'humain. Les couteaux peuvent se déformer lors de l'affûtage et une machine commande numérique par ordinateur ne saura pas si cela fonctionne. Au final, vous aurez un couteau déformé. Un humain peut corriger ses défauts en temps réel, contrairement à une machine. C'est pourquoi la plupart des usines de couteaux combinent travail humain et machine, sans se limiter aux machines. Il existe donc une astuce assez sympa que vous pouvez utiliser si vos bandes commencent à se vitrifier. Cette bande que je viens d'avoir est neuve, mais coupe déjà moins bien et commence à se vitrifier. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un peu de carbure que vous n'utilisez pas et simplement le broyer, ça va rouvrir le grain. Il se peut que certains d'entre vous n'aient pas de carbure sous la main pour cette astuce, mais vous pouvez simplement utiliser le bord tranchant de n'importe quel morceau d'acier que vous avez. Ça fera la même chose. Une fois la lame satisfaisante en épaisseur et géométrie, j'ai replacé le guide de lime et nettoyé la transition plate. Je voulais un angle parfait de 90 degrés et la même hauteur des deux côtés de la lame. Si tu réussis ton examen de compagnon à l'ABS et fais des transitions plates comme celle-ci, assure-toi qu'elles soient bien égales. Ils vont sûrement te recaler si ce n'est pas le cas. Voici l'étape la plus stressante de l'émouture. Pour moi, un Bowie doit avoir un faux tranchant pour en être un. C'est ce que je fais ici, à main levée. Beaucoup utilisent une table et un gabarit, mais je trouve ça plus satisfaisant de le faire à l'œil. Ne vous inquiétez pas, j'utilise ma jauge pour retirer la même quantité des deux côtés. Je veille à ce que le centre de la lame passe toujours par la pointe. Avec ma ponceuse à disque, je peux nettoyer toutes les surfaces planes de ma lame, y compris le faux tranchant, ce que j'essaie ici. En théorie, cela devrait réduire mon temps de ponçage manuel de près de 80%. Je peux sauter un grain et passer directement au papier abrasif 400, les rayures seront moins profondes. Cependant, s'habituer à la ponceuse à disque a été très difficile. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi capricieuse. La ponceuse à disque tourne en haut et en bas, donc pour poncer une grande surface, il faut appuyer davantage d'un côté pour éviter que cela ne saute au visage. Quand Beaumont Metalworks m'a envoyé cette machine, ils m'ont aussi envoyé du papier de verre avec de l'adhésif au dos. Après avoir terminé, je devrais utiliser le même papier de verre qu'à la main et une colle en spray. Après avoir poncé la lame au grain 400, je devais me préparer pour une étape encore inédite pour moi. Bon, c'est un peu suspect, mais je pense que ça va être assez stable. J'utilise la fraiseuse pour faire un épaulement près de l'arrière du ricasso. Cela facilitera grandement l'ajustement de la garde à l'arrière du ricasso. Et j'aurais vraiment dû utiliser une fraise en carbure ici, parce que l'acier rapide n'a pas coupé. J'ai fini par passer au carbure entre deux prises. Oh, regarde ça! C'est la magnifique.
Je pense que l'acier rapide va simplement s'émousser et causer beaucoup de friction. À ce stade, la soie faisait environ 0,28 pouces d'épaisseur, donc je devais enlever 15 millièmes de pouce de chaque côté. J'aurais ainsi une soie d'un quart de pouce d'épaisseur et pourrais uniformiser la taille de la fente dans la garde. Regarde cet épaulement. Il est parfaitement droit et il est parfaitement net. Si je fais cela des deux côtés, puis réduis la soie à cette épaisseur, il n'y aura aucun espace entre la garde et la lame. Je me suis assis et j'ai esquissé ce que je veux pour le manche. Je pense qu'on va faire une garde en inox, une entretoise en inox, un bloc de manche en bois, puis un pommeau en inox qui sera maintenu avec une vis de démontage. Je ne l'ai jamais fait sur un Bowie ou un couteau de chef sans adulte, donc ce sera intéressant de voir si j'y arrive, mais je pense que ça va vraiment être stylé. Si tu n'as jamais vu ce type de construction sur un couteau auparavant, ça peut être un peu difficile à imaginer. Et honnêtement, ça l'était aussi pour moi. Je ne savais pas à quoi devait ressembler le pommeau. Après y avoir longuement réfléchi, j'ai dû appeler un ami. Alors j'ai demandé conseil à Coltonarius, qui m'a orienté dans la bonne direction. Pour me préparer à tailler la rainure sur la garde et la cale, j'allais tracer quelques lignes supplémentaires. Techniquement, avec la fraiseuse, je n'ai pas besoin de le faire, mais c'est une bonne façon de visualiser ce que je dois faire, même si ce n'est pas ce que je vais utiliser pour mesurer. J'ai choisi un forêt en carbure d'un huitième de pouce, soit la moitié de la rainure. J'ai entendu de plusieurs personnes que faire toute la rainure d'un coup, au lieu de percer plusieurs trous et d'enlever la matière, était bien mieux. J'ai été surpris car je sentais à peine de résistance de ma broche, c'était très facile. Là, je prenais juste une passe de 20 millièmes de profondeur et je traversais toute la pièce jusqu'à ce que j'ai fini. Je pense que 22 millièmes, c'est trop facile. Je vais passer à 25 millièmes. Tailler cette rainure était très satisfaisant, car avant je devais tout faire à la lime, mais maintenant la fraiseuse et la broche font le travail presque seuls. C'était vraiment incroyable. Waouh, aucune résistance. J'ai été surpris de la facilité à tourner la broche lors de la coupe latérale. Je pensais rencontrer plus de résistance, mais c'est logique avec une fraise en bout. Oh là là, ça n'a pris quoi, 30 minutes? Et j'ai une rainure. Regardez-moi ça. Tu sais à quel point c'est beau? Quoi? Il était très évident que l'épaisseur de ma soie était parfaite pour la largeur de la fente, mais les coins de la fente ne correspondaient pas à la section transversale de ma soie. Comme vous le voyez, l'arrondi des coins empêche l'alignement avec la section de ma soie. Donc j'utilise une lime carrée pour les rendre plus carrés. Quand la garde s'ajustait presque, il fallait la marteler et l'adapter à la forme de la soie. Au début, la m'effrayait un peu, mais finalement, il n'y avait aucun risque pour la lame et alors j'ai continué. En retirant ça, je verrai où enlever de la matière grâce aux zones brillantes. D'accord, comment je l'enlève? Oh merde. Bon, histoire drôle, ma protection est maintenant coincée. Si vous n'avez pas vu, l'extrémité de ma soie a grossi et s'est aplatie car le matériau était fragile. Ce que je fais ici, c'est que je coupe ce mauvais matériau et que je soude un matériau neuf et propre. On pourrait croire que cela va rendre la soie plus faible, mais en réalité cela ne change pas du tout sa solidité. La soie Benetton n'est pas toujours la partie porteuse de la lame, et je prends toutes les précautions pour garantir qu'il s'agit d'un seul morceau d'acier solide. Oh là là. Nous n'y sommes pas tout à fait. Là, mais c'est sacrément bien. Je pense que ça a pris moins de la moitié du temps que ça prend d'habitude. Je serais content d'être ici en une journée, donc. Avec la garde presque ajustée, il était temps de commencer à tailler la rainure sur la cale. C'est la pièce qui se trouve juste sous la garde, et je l'ai faite à peu près exactement de la même manière que la garde. Donc je ne vais pas trop vous en montrer. Je suis très confiant concernant cet ajustement, car ma soie est très légèrement conique, ce qui signifie un peu de limage sur les coins
et je pense que ça va pratiquement s'ajuster parfaitement. Le métal me parle comme une princesse Disney, mais seulement avec des objets inanimés. Tu sais, ce n'est pas mal, tout bien considéré. La garde et l'entretoise parfaitement ajustées à la soie, il était temps de s'occuper du manche. Ce magnifique bloc de bois que je suis en train de découper ici s'appelle Amboina Burro. Sa couleur riche et ses superbes motifs m'ont beaucoup enthousiasmé pour l'utiliser comme manche. Si mes calculs sont justes, il devrait être à un pouce d'écart. Je plaisante, je n'ai rien calculé, mais ils ont un pouce d'écart. Même avec cette fraiseuse sophistiquée, je taillerai la rainure dans le bloc de la poignée de la même manière. C'est parce que la plupart de mes fraises sont très courtes et je ne pense pas vraiment qu'on puisse trouver des fraises plus longues sans devoir payer une fortune. Oui, ici j'utilise simplement un forêt pour percer plusieurs trous côte à côte. J'allais quand même essayer quelque chose de nouveau avec cette fraise et je comptais percer les trous un peu plus rapprochés. Avec la rigidité du corps, je pourrais les percer plus rapprochés sans qu'ils se chevauchent. J'ai été vraiment surpris quand j'ai vu que le forêt ne déviait pas du tout. Je pense que c'est à cause des forêts neufs, mais cela ne m'était jamais arrivé. J'ai décidé de pousser le forêt à ses limites et j'ai essayé de l'utiliser comme une fraise. Et le truc, c'est que ça a plutôt bien marché. Il n'y avait absolument aucun résidu laissé derrière. Encore une fois, comme la rainure est arrondie à cause de la forme du forêt, j'ai dû la rendre carrée. Et l'outil idéal pour cela s'appelle une broche à main. C'est essentiellement une lime modifiée que j'ai simplement passée à la meuleuse pour lui donner des coins carrés. Ce n'est pas l'idéal pour ça, mais ça fait quand même le travail. Pour commencer, voyons déjà si ça rentre. Oh! Tu sais, ah, c'est ça l'avantage d'avoir une soie au pieu d'épaisseur parfaite. Regarde ça. Elle ne veut pas rentrer, mais elle rentre. L'ajustement se passait bien à ce stade, mais je savais qu'à un moment donné, il faudrait que je file le bout de ma soie. Je vais donc meuler le profil pour faciliter l'ajustement du bloc de manche. J'avais aussi la possibilité de couper beaucoup plus la soie et de simplement souder une tige filetée dessus, mais je voulais le faire de cette façon parce que c'était plus facile à comprendre intuitivement. Je comptais utiliser le marqueur indélébile pour repérer où le bois touchait la soie. En gros, partout où le marqueur indélébile était effacé, je devais enlever une partie du bois. Voyons où ça touche. D'accord, ça touche ici. Il y a vraiment une grande différence entre limer au hasard en espérant que ça s'ajuste et savoir exactement où il faut limer. Quoi? Tu ne peux déjà plus voir de lumière à travers là. Oh, c'est décalé de 2 millimètres. Oh mon Dieu, je viens d'utiliser le système métrique. On est décalé d'un huitième de pouce. Mettons tout ensemble. Oh là là! Très bien, moment de vérité. Aucun espace tout autour. Vous voyez la soie ou l'emplacement prévu de l'écrou. Avec les trois principales pièces du manche désormais ajustées, il était temps de fabriquer une entretoise pour le pommeau. J'ai décidé d'ajouter un peu de couleur supplémentaire à l'arrière du manche et j'ai choisi d'utiliser un morceau de laiton pour cela. Cette entretoise va également avoir une autre utilité qui est de m'aider à aligner mes goupilles de centrage cachées. L'entretoise étant à l'extrémité du manche, un seul trou suffisait pour la connexion. Ça m'aurait vraiment facilité la vie si j'avais légèrement agrandi ce trou. Vous verrez ce que je veux dire un peu plus tard. Je pense que cet outil est un puissant outil de brûlage, ce qui est vraiment super. Oh, regardez-moi ça! Vous voyez, personne ne fabrique des outils comme celui-ci, ce qui est fou, parce que tout le monde en achèterait un. Après avoir percé l'entretoise, il fallait percer le pommeau. Encore une fois, je n'avais besoin que d'un trou, mais plus tard, il faudrait percer un petit épaulement autour. Mon outil de prédilection pour cela allait être une fraise parce que je voulais que l'épaulement soit carré.
Avec un forêt, le trou aurait été incliné vers l'intérieur, ce qui n'aurait pas eu l'effet d'un épaulement carré. Une fois terminé, il fallait percer les trous pour les goupilles d'alignement dans l'entretoise. J'ai percé sur le mauvais axe au début, mais cela n'avait pas d'importance car rien ne serait visible. Ce qui est génial, c'est que ces trous sont si bien dimensionnés que même la bavure empêche la goupille d'entrer, garantissant un alignement parfait des pièces. Le Bowie que je fabrique ne sera pas vraiment démontable, car je vais tout coller, mais pour pouvoir le démonter et le remonter lors de l'affûtage, ces goupilles ont été essentielles. D'accord, si mes calculs sont corrects, et ils le sont toujours, une perceuse. La goupille la goupille va là, puis ça. Regarde ça. Maintenant, quand je mets ça, ça ne peut pas tourner, ça ne peut rien faire. En utilisant les trous dans l'entretoise comme guide, j'ai percé les trous d'alignement dans le pommeau. Je voulais m'assurer que ces trois pièces soient toujours parfaitement alignées. C'est le... Attends, c'est trop cool, c'est tout le dispositif. Oh mon Dieu, c'est tellement bizarre. Une fois tout cela terminé, il était temps de commencer à travailler sur l'écrou du pommeau, la pièce qui va tout maintenir ensemble. Pour le fabriquer, il me fallait un tour que je n'avais pas, alors je suis allé chez Turner à l'entrepôt. Voici Chad, propriétaire de l'entrepôt de Turner, qui maîtrise l'utilisation d'un tour. Il allait m'aider à fabriquer entièrement cet écrou de pommeau. D'abord, nous avons dessiné précisément ce que je devais fabriquer pour visualiser l'idée. Voici le tour South Bend, plus ancien que mes parents, mais il fonctionne toujours parfaitement. On ne retrouve plus cette qualité dans les outils modernes, donc c'était vraiment génial de pouvoir l'utiliser. Après réflexion, nous avons décidé d'utiliser du laiton comme matériau pour l'écrou du pommeau. Je pensais que cela irait avec la couleur de la cale et que c'était bien plus facile à usiner. Voici le verrou de la poupée mobile. Lors du perçage, il est bon de tenir ceci, surtout au début, car cela va essayer de tourner, donc à mesure qu'on l'avance. Ouais. Mais ça, vous n'en avez pas vraiment besoin de le retirer complètement, il suffit de le reculer un peu, parce que ce que vous ne voulez pas, c'est que les copeaux s'accumulent au bout. L'ordre des opérations que nous allions utiliser pour fabriquer cette pièce était de d'abord percer le trou, comme vous l'avez vu. Ensuite, nous allions tarauder l'intérieur de ce trou pour qu'il puisse accueillir des filetages que j'allais mettre plus tard sur la soie. Il faut rester centré, ça commence à arriver. Oui, une fois commencé, ça ira. Cette étape était en fait un peu stressante parce que si je forçais un peu trop sur le tarot, il pouvait se coincer dans la pièce en laiton et on aurait dû tout recommencer. Je n'avais pas de repère, c'était ma première fois à tarauder un trou. Prenez toujours la moitié, voire moins, de ce que vous pensez vouloir, jusqu'à vérifier que cela correspond à vos attentes. D'accord? Parce que c'est très facile dans ta tête de te dire 5 et puis tu te rends compte, oh, j'ai fait 5, mais en fait, je voulais dire 2,5 ou je voulais dire 2. J'ai fait ça sur la fraiseuse où j'ai oublié le diamètre de la fraise et ça a dépassé. Ouais, cela comptera surtout sur la fraiseuse. L'étape suivante consistait à réduire l'épaisseur de cette pièce en laiton. Le diamètre extérieur de l'écrou était de 3/8 de pouce, donc j'ai dû le réduire exactement à 3/8 de pouce. Ce tour avait une avance automatique très pratique, mais il fallait le surveiller constamment pour éviter de couper accidentellement dans le mandrin, ce qui serait très grave. Avec le diamètre extérieur parfaitement réduit, il était temps de commencer à réduire le diamètre intérieur à 1/4 de pouce. On a dû changer d'outil de coupe car l'autre n'était pas adapté. Oh mon Dieu, c'est tellement beau! Avec les différents rayons parfaitement usinés, il était temps d'utiliser un autre outil de coupe et de détacher complètement la pièce. Je croyais devoir chercher la pièce dans les copeaux, mais il suffisait de la tenir pendant la découpe, et ça a très bien marché. Oh, D40, c'est constant. Ça marche super bien. La pièce terminée, il était temps de retourner à l'atelier pour tout assembler. J'ai d'abord dû transformer l'extrémité de cet écrou de pommeau en vis à tête plate. Cela me permettrait de réellement le visser à l'extrémité de la soie. J'ai besoin de 0,138 avant de pouvoir commencer à le fileter. Et en ce moment, je suis à 0,215, ce qui veut dire qu'il me reste encore beaucoup de chemin à faire. Ce meulage était gênant car l'extrémité de la soie n'est pas perpendiculaire à la lame, elle descend vers le bas. J'ai donc dû tourner l'ensemble maladroitement avec juste un peu de lubrifiant.
C'est en fait seulement la deuxième fois de ma vie que j'utilise un de ces outils à fileter. Et vous pouvez voir ici à mes gestes, je suis super maladroit et j'avais vraiment peur de ne pas les couper bien droit. J'ai choisi de faire un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre, puis un quart de tour en sens inverse pour casser le copeau. J'ai vu beaucoup de gens faire ça sur YouTube, alors je me suis dit que je pourrais les imiter car je ne sais pas vraiment ce que je fais. Ah oui, ça remonte bien, tout en douceur. Je pense que ça veut dire qu'on a de bons filetages. Théoriquement, tout devrait être parfait. Entre toises de jardin. Bloc, ceci ira ici. Comment appuies-tu de façon inégale sur le pommeau? Je pense que je sais exactement pourquoi ça ne marche pas. Et je pense que ça pourrait être aussi simple que la ponceuse à disque n'ait pas d'équerre. Ah, tu vois ça. Je dois enlever un peu de matière sur un des côtés. D'accord, j'ai réparé. Regarde comme l'ajustement est beau maintenant. Né du sang, de la sueur et des larmes. Parfaitement plat. Aucune déformation nulle part. C'est techniquement un couteau fini sans tranchant. C'est moche pour l'instant car rien n'est façonné, mais je pense que ce sera cool. Je suis vraiment fatigué, mais je trouve ça vraiment génial. Tout s'est super bien passé, mais ça a pris beaucoup plus de temps que ce que ça semblait à la caméra pour tout installer. Je crois que j'ai mis 4 heures à tout installer. Maintenant, il était temps de passer à des détails plus fins. Et la première chose que je vais faire, c'est poncer la lame à la main. Je voulais utiliser du papier de verre grain 400, ayant déjà poncé jusqu'à ce grain, avec la ponceuse à disque. Attends, ça va vraiment me faire gagner des heures, genre des heures entières, complètement. De temps en temps, je reçois un nouvel outil dans mon atelier où j'essaie une nouvelle technique qui représente carrément un bon quantique dans mon processus de fabrication. C'était clairement l'un de ces bons. D'habitude, il me faut environ 10 heures pour poncer complètement une lame jusqu'à 400 grains, surtout de cette taille. Mais au total, ça m'a pris environ 2 heures pour faire les deux côtés. Oui, ce coin prendra un peu de temps à nettoyer, mais la lame semble en bon état. Je déteste cette partie arrière. Je ne peux pas l'atteindre avec la meuleuse à disque, donc je dois juste enlever toutes les rayures à la main. Une fois les faces plates polies au grain 400, il restait à traiter le dos. Le damas de cette lame présente un motif mosaïque, rendant le dos très intéressant. Je devais amener à la fois le dos et le faux tranchant à la même qualité de finition au grain 400 que celle que j'avais obtenue sur les faces plates. Oh là là, j'ai mal au dos. Il faut que j'aille rouler sur la balle de crosse pendant 10 minutes. Une fois les parties principales de la lame poncées au grain 400, je devais commencer à poncer le ricasso. Mais avant ça, j'ai enduit toute la lame d'un produit appelé fluide film pour éviter qu'elle ne rouille pendant que je ponçais le ricasso. Si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas abonné. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, pensez à vous abonner. C'est gratuit et vous pouvez changer d'avis. La lame est polie à la main avec un grain de 400. Je prévois d'utiliser un grain de 600 ensuite. C'est le moment parfait pour apposer ma marque sur la lame. J'utilise la gravure électrochimique pour inscrire mon nom sur la lame. À l'avenir, je veux le faire au laser, mais pour l'instant, c'est tout. Où est le meilleur endroit pour le mettre? Peut-être ici. J'ai acheté cette machine sur Amazon il y a quelques années. Elle s'appelle le Personaliseur Plus. Elle fonctionne vraiment bien, mais elle était un peu chère. Je pense que si tu veux marquer tes propres lames en ce moment, je te conseillerais simplement de fabriquer ton propre appareil. Vérifions la profondeur. Si ce n'est pas suffisant, je le ferai plus longtemps. Ah oui, il nous faut plus de profondeur que ça. Voilà, bien profond, j'ai décidé de faire le nom des deux côtés. Je me suis dit que ce serait mieux semi-symétrique. Oh oui, belle gravure, régulière et profonde, c'est ce qu'on aime. La marque du fabricant désormais gravée sur la lame, il était temps de façonner le manche. Mais avant de pouvoir faire le moindre profilage ou quoi que ce soit, je devais m'assurer que tout était bien sur le même plan de référence. J'ai pris le trusquin, tracé des lignes et tout meulé au même niveau en suivant l'épaisseur de la lame. Aujourd'hui, dès que je ponce du bois, j'utilise un système d'aspiration. Je ne veux vraiment pas respirer toute cette poussière. Le problème, c'est que mon aspirateur à copeaux s'est bouché, puis l'aspirateur d'atelier aussi. Alors j'ai fini par transformer mon jardin en terrain toxique. Tout ce que j'ai dit sur les profils de lame vaut aussi pour le manche.
L'une des choses intéressantes, c'est que la ligne du dos de la lame doit se prolonger tout droit à travers le dessus du manche. Si vous ne faites pas ça, cela paraît bizarre. Le nombre de lignes que je trace sur la garde peut sembler excessif, mais elles sont essentielles pour poncer de façon parfaitement symétrique. Si je ne traçais que les lignes horizontales, je n'aurais pas vraiment d'idée d'où commencent ou finissent les courbes. Donc ce motif en forme de grille est aussi vraiment important. J'ai décidé d'opter pour une garde en forme de feuille. C'était très simple, mais difficile à réaliser car le mouvement des lignes devait suivre celui du reste. Une chose sympa que je voulais essayer de faire sur cette création, c'était de réaliser un ajustement héritage, depuis l'avant de ma poignée jusqu'à la pièce d'espacement. Ma pièce d'espacement doit être plus petite que l'avant de la poignée, donc j'ai dû imaginer la forme de la poignée avant de la créer. Je voulais que les dimensions de mon pommeau dépendent de celles de la pièce d'espacement. Je voulais que l'avant de la poignée s'affine puis s'élargisse vers la base de la lame. Ainsi, en la faisant tourner, elle ne s'envolait pas de ta main. C'est l'origine de ces lignes de traçage. Quand chaque partie de la poignée était façonnée, sauf le bloc de la poignée lui-même, j'ai décidé que c'était le bon moment pour commencer à travailler sur le fourreau de la lame. Le fourreau que je comptais fabriquer pour ce grand bowie n'était pas forcément prévu pour être porté. Comme dit plus tôt, ce bowie est une pièce d'exposition, pas destinée à être utilisée ou transportée. J'aime considérer le fourreau simplement comme une marque de remerciement envers mon client pour m'avoir fait confiance avec une pièce aussi imposante. Cela ne se voit peut-être pas, mais cette feuille me permettra de tracer 4 pièces différentes. Je vais d'abord tracer les 2 grands côtés, puis découper le centre pour obtenir les 2 autres pièces du fourreau. Cette feuille de cuir pesait 9 à 11 onces, donc très difficile à couper. Oh mon Dieu! Découper beaucoup de cuir avec ces ciseaux fait bien travailler le pouce. Je ne savais même pas que j'avais autant de masse dans la main et c'était plutôt intéressant. Je voulais que ce fourreau contraste avec le manche brillant, alors je comptais le teindre en noir profond. Je devais préparer l'intérieur du fourreau ici, car une fois tout assemblé, il serait très difficile de le teindre. Je devais aussi teindre l'intérieur de la doublure, car cela fait partie de l'intérieur du fourreau. Pour assembler 2 morceaux de cuir, la colle contact me semble la meilleure option. La liaison qu'elle crée est solide, mais reste flexible aussi longtemps que nécessaire. Ce qui est important, car il n'existe pas d'étui en cuir aussi dur que la pierre. Le seul inconvénient de la colle contact, cependant, c'est qu'elle sent vraiment mauvais et dégage des vapeurs assez dégoûtantes. Donc j'ai décidé de faire ça dans le garage et avec le masque respiratoire. Une chose intéressante avec cette colle contact, cependant, c'est qu'elle s'active au contact. Donc si on la martèle, la liaison devient beaucoup plus solide. Tout comme j'ai les lames de profil, j'ai aussi dû profiler l'étui. Les bandes entre les faces principales de l'étui étaient trop grandes. J'ai dû les poncer pour les aligner aux pièces extérieures. Cela me permettra d'aligner facilement toutes les pièces lorsque je devrai les coller ensemble pour l'assemblage final. C'est plein de petits morceaux de cuir venant de la ponceuse. Tant pis. Ce serait un peu ennuyeux si je laissais les côtés de l'étui sans texture, alors il était temps de les texturer. Une chose que j'ai apprise en lisant vos commentaires, c'est qu'il est très important d'humidifier le cuir avant d'y faire des motifs. Cela permettrait aux marques d'être un peu plus profondes et de contraster davantage avec les zones plates. La dernière fois, j'ai texturé mon fourreau avec un seul emporte-pièce. C'était sympa, mais cette fois, je voulais faire plus. Donc ici, j'utilise ce petit outil en forme de coquille Saint-Jacques et je le combine avec le motif que j'ai utilisé la dernière fois. Obtenir un espacement régulier était la partie la plus difficile, mais avec le temps, cela devenait plus facile. Je me suis un peu trop approché, un peu trop près du bord là. Comment je vais faire cette pointe? D'accord. Je pense que j'ai fini celle-là avec les bords festonnés.
Je vais simplement poursuivre celle-ci jusqu'à la pointe. Fabriquer ce fourreau fut très satisfaisant et sûrement la partie la plus amusante de cette réalisation. Si vous ne pouvez pas fabriquer de couteau, lancez-vous dans le travail du cuir. Très bien, ça fait un côté. J'espère que ça aura l'air cool et assombri. Une chose intéressante que je ne savais pas à propos du cuir avant de commencer à l'utiliser, c'est qu'il n'est pas vraiment coloré à l'origine. Chaque pièce de cuir colorée que vous voyez, c'est probablement de la teinture. Ce n'est pas la couleur d'origine du cuir. Je devrais sans doute passer plusieurs couches, ce n'est pas encore très foncé. C'est le meilleur marqueur que j'ai jamais utilisé. Waouh! Quand j'ai été satisfait de la couleur de la gaine, après plusieurs couches, il était temps de tout coller définitivement ensemble. Cette deuxième couche de colle de contact n'était pas vraiment différente de la première. Je n'avais simplement pas prévu de tout arracher plus tard, mais plutôt d'assembler le tout. Pour ce collage final, je devais aligner tous les éléments avec une grande précision. Si je ne les assemblais pas bien, le couteau ne rentrerait pas, donc je devais vérifier. L'étui étant définitivement collé, il fallait percer les trous pour les fils plus tard, et seule la méthode manuelle était possible. Je n'avais pas de machine et devais le faire 2 fois sur tout le côté de l'étui. J'avais la possibilité de ne faire qu'une seule rangée de couture autour de l'extérieur. Mais cet étui et la lame allaient ensemble, et je voulais que la durabilité de l'étui soit au moins égale à celle de la lame, qui était déjà vraiment élevée. Ce processus était très satisfaisant, mais aussi très bruyant. J'ai dû aller au garage chercher mon casque anti-bruit pour éviter les bourdonnements. L'outil que vous êtes censé utiliser après ce poinçon s'appelle une alène à coudre. Il est censé agrandir un peu les trous pour que vous puissiez vraiment faire passer le fil. J'ai entendu dans vos suggestions que la perceuse à colonne était en fait beaucoup plus rapide et plus facile, donc c'est ce que j'ai utilisé ici. Il était super important que ces trous traversent directement de l'autre côté et rejoignent la ligne de couture. Sinon, ça aurait vraiment eu l'air bizarre. Donc pour certains d'entre eux, j'ai dû incliner l'étui pour m'assurer qu'ils allaient bien droit. Je vais faire environ 8 longueurs pour ce premier côté. Il le veut, mais je ne vais pas le lui donner. Et out. Le type de fil que j'utilise pour assembler ce fourreau est un fil sombre et ciré. Il est très résistant, mais son épaisseur m'oblige parfois à le tirer de l'autre côté avec une pince. La raison pour laquelle j'ai mis ces gants, c'était pour pouvoir serrer le fil à la main aussi fort que possible. Le seul problème, c'est qu'ils étaient vraiment épais et que c'était difficile d'avoir une vraie sensation tactile, donc j'avais un peu l'impression d'essayer de crier sous l'eau. D'accord, après 14 ans, j'en suis à un huitième du chemin. Même pas un huitième du chemin, je suis plutôt à un dixième du chemin. Tu sais que ça va tenir quand il est presque impossible de faire passer l'aiguille à travers lors du point arrière. Après un rapide nettoyage des côtés de la gaine à la meuleuse à grains fins, il fallait les noircir, puis les polir. Ah ouais. Ça rassemble vraiment tout. D'accord? Regarde ça. Ce côté donne un aspect élégant. Ce côté donne un air paresseux. Avec les côtés assombris, il était temps de les préparer pour le polissage. Et j'avais cette petite bouteille appelée gomme tragacante, qui est censée aider au polissage. J'en ai mis un peu sur un chiffon et appliqué sur les côtés. Maintenant, je vais juste... Je me suis alors rendu compte que le fourreau était trop serré pour la lame, donc j'allais mouiller le cuir pour l'adapter à la lame. Il existe sûrement des méthodes plus pro avec des presses en mousse, mais c'était la meilleure solution que j'avais trouvée alors. J'ai enveloppé la lame dans du plastique pour éviter la rouille, mouillé le fourreau, mis la lame dedans, puis coincé entre 2 serviettes. J'ai laissé ça reposer pendant environ une journée jusqu'à ce que le cuir sèche, puis il était temps de revenir à la poignée. J'ai la chanson All Star coincée dans la tête. All Star de film Shrek. Hors caméra, j'ai conçu et installé un nouveau système de collecte de poussière. Mon ancien collecteur de poussière est tombé en panne, alors j'en ai acheté un nouveau et j'ai tout recréé à partir de zéro.
Normalement, ça marche pour le bois et le métal. Il suffit d'activer ou non celui pour le métal. D'après ce que je vois jusqu'à présent, ça fonctionne vraiment très bien, mais je dois quand même le tester à fond et vraiment produire des étincelles importantes pour m'assurer que ça marche. C'est la première fois que je façonne les extrémités de mes manches avec la roue de contact en meulant. J'ai tracé les contours du pommeau et de l'entretoise pour savoir exactement quelle forme je devais donner aux deux côtés de cette pièce. Je façonne le manche ainsi pour la première fois. Je façonne généralement toutes les parties du manche en même temps. Et remercie JVB Couteau pour ses excellentes vidéos sur la fabrication de Bowies qui m'ont inspiré ce manche. Quand j'étais en grande partie satisfait de la forme de mon manche en bois, il était temps de reporter mon attention sur le pommeau. Le but était simplement de bomber l'extrémité pour qu'elle s'intègre mieux au manche. Un pommeau carré ne serait pas esthétique, et cette ligne me sert juste à marquer la fin de la courbure. À ce stade, le pommeau tenait uniquement grâce à la friction des goupilles d'alignement. J'ai donc finalement choisi de le visser sur une chute de bois. Ça m'a offert une prise en main bien meilleure et aidé à le façonner sans craindre d'abîmer le manche. Maintenant que le manche était prêt pour le polissage final, il restait à graver la lame. Je pourrais avoir besoin de la chaise. Avant de pouvoir graver, je dois m'assurer que la lame a une finition polie à la main au grain 6 ans. Et je dois aussi assombrir ma marque de fabricant. Oh oui, vraiment très foncé. J'utilise simplement le Permablue de Birchwood Casey pour assombrir. Je ponce les surfaces planes afin que seul le texte soit foncé et le reste brillant. Et c'est mon nom. Il est essentiel d'aller dans la gravure Damas avec une lame à la finition impeccable et de bien essuyer toutes les huiles. J'utilise du liquide vaisselle Dawn et je frotte plusieurs fois pour bien nettoyer. D'accord, 2 minutes. Attends, je suis un peu nerveux, j'espère que... Oh là là. Je savais qu'avec l'excitation de voir la première gravure au chlorure ferrique, puis une belle gravure au café et une couche de cire de Carnauba, ce serait incroyable. Depuis que je fais du Damas, ma méthode de gravure a peu changé. Je plonge la lame dans du chlorure ferrique, puis je nettoie les oxydes avec du papier de verre grain 2500. Si vous découvrez ce procédé, vous vous demandez sans doute pourquoi j'essuie ces couleurs foncées. Le Damas n'est-il pas plus beau avec plus de contraste? En réalité, la gravure au chlorure ferrique sert juste à donner de la profondeur, créant les crêtes et vallées visibles dans le Damas. La façon dont j'obtiens réellement ma couleur, c'est grâce à un procédé appelé la gravure au café, et c'est exactement ce que ça laisse entendre. Je plonge ma lame dans du café instantané pendant 4 heures. Ça me rappelle un peu les cours de chimie en 8e ou en 6e, où on devait rincer les tubes à essai avec de l'eau distillée 3 fois. Quand j'ai essayé pour la première fois de faire une gravure au café, je ne connaissais pas beaucoup de détails du processus. Ça a l'air trompeusement simple. Il y a certaines choses à éviter, notamment ne pas utiliser d'eau du robinet ou potable. Il faut utiliser de l'eau distillée. Si vous utilisez une autre eau que l'eau scellée, les minéraux présents dans l'eau vont interagir avec le café, et cela pourrait ne pas vous donner une gravure parfaite. Attention aussi à ne pas graver trop brièvement. Parfois, la finition humide semble trompeusement parfaite. Ensuite, vous l'essuyez, et c'est bien moins foncé que prévu. Alors que la lame s'assombrissait, c'était le moment idéal pour finir mes accessoires. Ici, je bombe mon entretoise. Je ne voulais pas qu'elle soit trop carrée, ça n'aurait pas semblé juste. J'ai d'abord cassé les coins pour que, lors du passage sur la roue Scotch-Brite, tout soit symétrique. Quand je suis arrivé à la maille la plus fine de la roue Scotch-Brite que j'avais, j'ai en fait mis un peu de pâte à polir verte sur la roue. Cela aiderait à éliminer certaines des rayures et à rendre le tout un peu plus brillant. Une fois terminé, il fallait finaliser la garde. Ma garde avait des coins très pointus à ce stade et j'ai décidé d'utiliser ma ponceuse à disque et d'incliner la table pour les rendre parfaits tout autour. C'était la partie en contact avec le dessus des mains du client et je ne voulais pas qu'elle le blesse accidentellement. Ensuite, j'ai longuement utilisé la meuleuse pour finir la poignée et le pommeau.
Je voulais que chaque partie de la poignée soit parfaitement polie, donc c'était très important pour ne pas avoir à poncer à la main pendant environ 10 heures. Le ponçage à la main était le seul moyen que j'ai trouvé pour tenir la garde et la poncer. Les autres méthodes auraient rayé la garde, c'était donc la seule option. Au début, je pensais que la machine à polir trichait, mais après plusieurs années d'utilisation, je me rends compte que ce n'est pas vrai. Il faut faire beaucoup de ponçage à la main avant de pouvoir utiliser la polisseuse, parce que si tu polis une surface qui n'a pas été entièrement poncée à la main, ça aura juste l'air strié et dégoûtant. Tu sais, ce n'est pas trop mal. L'entretoise a été réalisée comme la garde, mais j'ai surtout hâte de vous montrer le polissage obtenu sur le bloc de manche. Au début, ma méthode était similaire. Je suis passé de 400 à 600 grains, mais c'est à 1500 grains que tout a changé. D'habitude, je ne lubrifie pas le bois quand je le ponce. Cependant, cette fois, j'ai décidé de mettre un peu de l'huile pour lame que j'utilise habituellement pour finir mes lames dessus pendant que je ponçais. Je ne m'attendais pas à ce que ça change grand-chose, mais en fait, ça a rendu la finition beaucoup plus profonde et beaucoup plus riche. Mec, on dirait du feu. Comme dit plus tôt, j'ai fait un ajustement héritage sur cette pièce avec ma lime et du papier de verre grain 600. Après avoir ajusté l'ajustement héritage, il fallait polir le bloc de la poignée. Un fait surprenant, la pâte à polir est restée collée sur le bloc. J'ai eu un peu peur au début, mais heureusement, c'était vraiment facile à essuyer et tout allait bien. Je n'ai jamais eu un tel résultat. C'est superbe, oh mon Dieu. Je parie que beaucoup veulent en voir la gravure au café. Je vais donc passer rapidement sur l'étape finale du polissage et passer à la gravure. 4 heures plus tard. S'il te plaît, sois réussi. S'il te plaît, sois réussi. Oh! Tout semble bien, sauf là où ça ne l'est pas. Ça n'a de sens que quand tu le vois. Toute la face de la lame est parfaitement contrastée. Puis tu arrives à la colonne et tu vois que c'est beaucoup plus clair. Et c'est aussi plus clair sur la mitre, juste ici. Et je crois que je sais quel est le problème. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour toucher la pointe? J'étais sur la polisseuse comme ça. Je pense qu'il y a du composé à polir dessus que je n'ai pas enlevé. Et je ne pense pas que le café ait pu l'atteindre. D'accord, je vais tout poncer et remettre du café dessus. C'est un peu nul parce que tout est littéralement prêt pour le collage, sauf la partie la plus importante. Ça me fait mal parce que c'est vraiment une très belle finition. Ça craint. Oh, c'est aussi assez résistant, c'est bien plus épais que le ferrique. D'accord, ça fait 2 heures qu'on est dans la prochaine gravure au café. J'espère ne voir aucune tache. Je ne sais vraiment pas quoi faire s'il y en a. D'accord, ça a déjà l'air 1000 fois mieux. Il n'y a aucune tache. Ça a l'air bien. Je pense que je vais le laisser pendant les 4 heures complètes, puis je le retirerai. Heureusement, la deuxième gravure au café a donné un résultat 1000 fois meilleur que la première, et on a obtenu une couverture à 100% sur toute la lame. Après avoir nettoyé la lame avec un chiffon Sunshine, j'ai appliqué une finition à la cire de Carnauba que je ne vous avais jamais montrée. En général, la cire évoque celle des bougies, une matière molle qui fond et devient souple. Oubliez cela, la cire de Carnauba est très différente. Elle est si dure qu'on ne peut pas la rayer avec l'ongle. C'est l'une des raisons qui la rend idéale pour finir une lame. Elle accentue aussi les noirs du damas. La cire de Carnauba embellit et protège la pièce. J'aurais voulu avoir le courage d'essayer cette finition plus tôt, car elle est idéale pour des couteaux haut de gamme comme celui-ci. Avec une fine couche uniforme sur la lame, la finition reste un peu trouble. Mais l'une des choses intéressantes avec la cire de Carnauba, c'est qu'elle est suffisamment dure pour être polie, et c'est ce que je fais ici avec le chiffon Sunshine. Cette cire de Carnauba polie équivaut au N3 Nano de Blacktail Studios, mais pour le métal. Elle est vraiment excellente. Oh là là! Regarde ce contraste, regarde cette brillance. Que voudrais-tu de plus sur du métal? Après avoir poli la cire jusqu'à obtenir une brillance vraiment intense, il était enfin temps de tout coller ensemble. J'ai pris soin de nettoyer toutes mes pièces et la soie de ma lame pour m'assurer que la colle adhère correctement au métal. Si vous assemblez un couteau avec de la colle, je vous recommande vivement d'utiliser de l'époxy renforcée. Elle résiste mieux à l'humidité et, une fois durcie, conserve une légère souplesse, évitant ainsi les fissures de la lame. Je n'ai pas ajusté mon bloc de manche, donc il fallait absolument ce ruban à l'extrémité pour garantir un contact total de l'époxy avec la soie. Comme vous pouvez le voir ici, si je n'avais pas mis le ruban à cet endroit, l'époxy coulerait probablement simplement par l'extrémité du manche et ne toucherait peut-être pas la soie à certains endroits.
Pour m'assurer que mon pommeau et mon intercalaire étaient emplacés dans le bon sens, j'ai en fait laissé des marques d'indentation dessus. De cette façon, je savais exactement dans quelle orientation les placer et j'étais sûr qu'ils ne seraient pas montés à l'envers sur la lame, car ce serait vraiment, vraiment tragique. Une fois l'écrou du pommeau bien serré, la pression dans la poignée faisait que l'époxy s'infiltrait par presque tous les orifices. Il était essentiel pour moi de tous les nettoyer avec un coton-tige imbibé d'acétone. Une fois l'époxy durci après 24 heures, il fallait couper l'excédent sur l'écrou du pommeau et tout meuler à plat. La pièce serait enfin finie. Jusqu'ici, je n'avais jamais vu la lame entièrement assemblée. Ce même sentiment d'impatience en attendant la pièce finale, je l'ai aussi ressenti. Oh mon Dieu! Je crois vraiment que ce Bowie est mon magnum opus actuel. Bien que j'ai planifié le motif de Damas et chaque soudure, le résultat final m'a quand même époustouflé. Les étoiles et explosions dans le Damas étaient nettes, avec une superbe finition café et cire de Carnauba. Ce que je pense vraiment être le meilleur sur cette lame, c'est le manche. Je n'avais jamais essayé une construction avec un écrou de pommeau avant celle-ci, et après l'avoir fait sur cette pièce, je me vois bien le refaire de nombreuses fois à l'avenir. Le manche en ronce d'Ambonia est superbe, avec ses couleurs riches, son veinage unique et ses garnitures en argent et laiton parfaitement assorties. Il y a de fortes chances que vous, le spectateur, vous demandiez ce que je vais construire ensuite. Comme dit dans ma dernière vidéo, mon prochain projet sera Shusui de One Piece, la lame noire. Je ne peux pas encore partager trop de détails à ce sujet, mais sachez simplement que je vais traiter cette création avec le plus grand soin et respect, et que je veux vraiment, vraiment la réaliser comme si je l'avais sortie tout droit de l'anime lui-même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous envisagerez de la revoir un jour. Je suis sûr qu'il y a une ou deux choses que vous n'avez pas complètement saisies et que vous comprendrez pleinement la deuxième fois. Comme pour chaque lame de mon atelier, je devais m'assurer que ce Bowie était aussi tranchant que possible. J'ai acheté un nouvel équipement d'aiguisage juste pour cette lame. Cette pierre verte que vous voyez ici est en fait une pierre diamantée. Et c'est l'une des meilleures pierres que j'ai jamais utilisées. J'ai aussi acheté 2 nouvelles courroies en cuir imprégnées de pâte à polir au diamant. Et la différence entre cette pâte et le composé à polir vert est tout simplement flagrante. Elle offre un tranchant très fin tout en gardant son mordant, ce qui m'a vraiment intéressé. À travers la partie la plus épaisse du gant